C'est un rivage discret entre Loire et Atlantique, dont le nom est inscrit en lettres de lumière sur la carte mondiale du 7e art grâce à un cinéaste visionnaire, Jacques Tati. En 1951, le réalisateur est à la recherche d'une station balnéaire modeste pour son prochain film, qu'il intitule alors « Les vacances du français moyen ». Afin de dénicher son studio à ciel ouvert, il missionne ses collaborateurs pour fouiller les côtes françaises, d'Hendaye à la baie de Somme. Sur une trentaine de destinations possibles, c'est finalement en voyant une carte postale que Tati tombe sous le charme de la plage de Saint-Mars-sur-Mer. Ce quartier populaire de la commune de Saint-Nazaire et ses habitants vont participer à l'éclosion du personnage qu'il a en tête. Monsieur Hulot, ce poète du geste, épris de liberté, petit grain de sable dans la mécanique trop bien huilée de ces estivants qui viennent en vacances comme ils vont au travail, sans envie ni conviction. Le film Les vacances de Monsieur Hulot est le parfait reflet de cette France d'après-guerre qui a tant besoin de légèreté. Avec son chapeau et sa pipe, Monsieur Hulot trône aujourd'hui sur le promontoire qui offre le panorama le plus célèbre de la Côte d'Amour. Ce rivage insuffle à Tati son caractère espiègle, où il nous décortique à la loupe les contradictions de ses contemporains et de ce tourisme de masse naissant, les débuts d'une société qui part à la dérive. Le quartier où Tati pose sa caméra est au bord de l'estuaire de la Loire, dans le prolongement de Saint-Nazaire, capitale de la construction navale française. Depuis Napoléon III, c'est le berceau des mastodontes des mers. Si Tati dépeint la ville sous un trait d'humour moqueur, le hors-champ est quant à lui beaucoup plus sombre. De par sa situation stratégique sur le mur de l'Atlantique, Saint-Nazaire est choisi par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour ériger leur base de sous-marins. Les Allemands se sont installés à Saint-Nazaire et ont construit entre février 41 et juin 42 cet immense bunker qui fait 301 mètres de façade, 18 mètres de haut, 124 mètres de profondeur, 480 000 mètres cubes de béton. Et cette base a abrité les sous-marins, les U-boats. C'est la raison pour laquelle les alliés américains et anglais ont décidé de bombarder la ville en 1942 et 1943 pour isoler l'ennemi dans sa forteresse. 50 fois bombardée, détruite à 85%, Saint-Nazaire est la dernière ville d'Europe à être libérée le 11 mai 1945, soit 9 mois après les autres villes du continent. Un véritable traumatisme appelé la poche de Saint-Nazaire. En 1950, toute l'agglomération n'est encore qu'un vaste chantier. Au même titre que les Nazériens, Tati veut se défaire de ce passé tragique pour se concentrer sur un film volontairement léger, en apparence. Jacques Tati, forcément, n'ignorait pas la situation de Saint-Nazaire au moment où il était en train de tourner Les vacances de Monsieur Hulot. Ce qui lui a plu dans la ville de Saint-Nazaire, c'est le fait d'une ville à construire. Le fait d'une ville où, finalement, c'est une sorte de terrain de jeu, où on peut bâtir, où on peut prendre des risques. L'architecture d'après-guerre intrigue Tati. Et si Saint-Nazaire ne se retrouve pas directement dans son film, elle nourrit son esthétique pour ses projets futurs. Quand les premiers coups de manivelle sont donnés à Saint-Mars, ici, en centre-ville, le maître mot est modernité. Et la priorité est à la reconstruction des logements et des écoles. Nous sommes ici sur le site de l'école Jean Jaurès, qui a été le premier bâtiment public reconstruit après la destruction de Saint-Nazaire.
On est en 1951, exactement au moment où Jacques Tati tourne Les vacances de Monsieur Hulot. Et cette école est marquée par la modernité, le chauffage central. Elle représente quelque chose d'exceptionnel, déjà par la dimension du site. On est en pleine ville et pourtant il y a plus d'1 hectare de terrain. Et donc tout renvoie à l'époque où la démographie a été galopante, ce qui a obligé la ville de Saint-Nazaire à avoir beaucoup plus grand que ce qu'elle était au point de départ. La France est alors en plein baby-boom. Et ce n'est pas anodin si dans ce contexte de renaissance, Jacques Tati décide de tourner avec insouciance le portrait de ceux qui viennent en vacances. La plupart des vacanciers arrivaient à la gare. Donc là, ils prenaient le bus jusqu'à Saint-Marc. D'ailleurs, ça c'est très intéressant sur l'autocar qui les amène. Qu'est-ce que l'on voit? On voit tout ce qui les attribue de la station balnéaire. Il y a la gare, la plage, l'hôtel, le golf. Sur le trajet qui suit celui des plages, Tati va piocher les éléments dont il a besoin pour constituer le cadre idéal de son film, comme le petit phare de Villesse-Martin. Cette plage de Villesse, c'est une plage de carte postale avec son petit phare quasi miniature, qui a été édifié en 1862 au moment de l'ouverture de la ligne transatlantique pour l'Amérique centrale, dont Saint-Nazaire était la tête de ligne, et qui a été le premier phare en France à avoir un feu automatique en 1896. L'image qu'il se fait des stations balnéaires, c'est une image stéréotypée, enfin, au sens où il fallait tel ingrédient, il fallait un petit phare. À Saint-Marc, il n'y avait pas de petit phare, mais il en a mis un. La plage de Saint-Marc possède tous les atouts de l'image d'Épinal. Tati l'a imaginé comme un véritable studio en extérieur, en lumière naturelle. Mais une fois sur place, le lieu dépasse ses attentes et chaque élément devient une nouvelle opportunité pour Tati d'ajouter un nouveau gag à une scène mythique. Il le dit, il est arrivé, en 4 jours, il savait où planter sa caméra. Donc il a tous les ingrédients, là il n'a plus qu'à faire vivre ce personnage. En 1951, l'hôtel du film est dans la réalité un peu plus cossu. Il accueille les repas d'affaires entre grands industriels et clients de chantiers navals en visite à Saint-Nazaire. Mais il est surtout le lieu de rassemblement d'une classe moyenne désireuse de profiter des congés payés instaurés avant-guerre. Beaucoup de familles n'ont pas encore eu l'occasion de savourer ces nouveaux plaisirs. Alors nous sommes ici devant le lieu emblématique de Saint-Marc, qui est l'hôtel de la plage. L'hôtel de la plage qui a un rôle extrêmement important dans le film, puisque c'est là où toute la communauté des vacanciers se retrouve. Il y avait 2 endroits où on se retrouvait, l'hôtel et la jetée. La jetée, c'est là que les jeunes gens se donnaient rendez-vous avant de partir en promenade, ici ou ailleurs. Et cet hôtel où on se retrouvait, où l'hôtel qui recevait avant-guerre et après-guerre, et encore aujourd'hui, les repas de mariage. Un peu comme l'église est au milieu du village, l'hôtel est au milieu de la plage de Saint-Marc. Si les lieux l'inspirent, Tati trouve surtout les personnages dont il a besoin pour servir les propos de son histoire. À Saint-Marc, les habitants sont agriculteurs, artisans, salariés des chantiers de l'Atlantique. Tati voit alors dans les Saint-Marcois les protagonistes tout trouvés pour incarner qui? Des vacanciers, de l'homme d'affaires ou des pêcheurs. Salut Jean-Claude. Salut. Ça va, ça Salut. Salut Régis. Ça marche. On fait la bise. Ah, écoute, Voilà. c'est... Cette jetée qu'on a quand même parcourue de long en large et en travers. Oui, où tu pêchais, les prétros, les Je mets mon chapeau. Les parce Pyreneaux. Pyreneaux, Et les Corlazo. Les Corlazo.
Pierre Joubert a 11 ans quand il se retrouve embarqué dans une scène où il échange des poignées de sable avec Monsieur Hulot. Mon père était devenu familier de Tati parce que Tati avait besoin d'avoir des enfants pour figurer éventuellement, donc instituteur, un peu notable à l'époque. Donc il a eu la possibilité de le mettre en contact avec les gens qu'il connaissait dans le bourg, et puis autrement, pour la côte, pour avoir des petits bateaux, des petites choses comme ça pour le tournage. Les gens allaient à la pêche, on n'avait pas beaucoup de quoi se nourrir encore, hein. On pêchait des poissons, on pêchait des crabes et des coquillages. On était très heureux d'être là. Tati a à sa disposition tout un panel de la société française, puisque la corniche qui surplombe la plage est depuis le 19e siècle un lieu privilégié de villégiature de la bourgeoisie nantaise. Une maison en particulier attire l'attention du réalisateur, celle d'un riche propriétaire industriel de la région, grand-oncle de Régis Tertrais. Mon oncle, qui n'avait pas d'enfant, recevait pendant les grandes vacances mes parents et d'autres neveux. Et donc on passait nos vacances en famille. Je ne veux pas dire qu'on n'était pas mêlés à la population, on vivait à Saint-Marc, hein. Mais on était très gâtés. Mon oncle avait un bateau qui faisait qu'on partait naviguer, on prenait le godillet, on apprenait la pêche, etc. Donc c'était un paradis. Dans le film, Régis incarne le fils de Monsieur Schmutz, cet homme d'affaires pendu au téléphone qui délaisse sa famille. Le petit garçon trouve en Hulot un complice, notamment pour la célèbre partie de tennis qui sera tournée sur le terrain gentiment mis à la disposition de Jacques Tati. La petite cabane symbolique qui est là représente un peu un des piliers du tennis. C'est là qu'il a inventé son célèbre service, hein, qu'il a appris par sa petite dame qui lui a vendu sa raquette, qui lui a montré un geste. Et il m'a dit, tu vas jouer au ping-pong avec ta maman, et puis tu vas m'imiter. C'était très drôle, et tout le monde riait parce que j'imitais son geste. Puis en fait, dans le film, ça apparaît. En 1977, pour la version qu'il prévoit d'envoyer aux États-Unis, Tati, que l'on surnommait le Tatillon, veut rajouter une nouvelle scène. Il revient tourner à Saint-Marc un clin d'œil aux Dents de la mer de Steven Spielberg, sorti 2 ans plus tôt. Tati, le prestidigitateur, a réussi à créer à Saint-Marc un personnage universel. Il imprime ici sur la pellicule le dernier plan de toute son œuvre. Une façon de boucler la boucle et de rendre un dernier hommage à cette plage qu'il a rendue célèbre à travers le monde entier.